Bergen, Norvège. La soirée du 17 mai 1945. 8 jours après la capitulation allemande, la ville portuaire fête son premier jour de la Constitution depuis 5 ans. Des enfants agitent des drapeaux en papier le long de la rue Torgallmenningen. Les cloches des églises résonnent à travers les 7 montagnes. Des vieillards en costumes traditionnels pleurent ouvertement en public pour la première fois depuis 1940. Mais dans un appartement au 3e étage, sur la Nygårdsgaten, une femme de 23 ans nommée Astrid ne fait pas la fête. Elle est assise sur le plancher en bois de sa chambre, les rideaux tirés, serrant sa fille de 2 ans contre sa poitrine. L'enfant a des cheveux blonds et des yeux bleu pâle, les yeux d'un caporal de la Wehrmacht, originaire de Hambourg, dont Astrid ne prononcera plus jamais le nom à haute voix. En bas, dans la rue, elle les entend approcher. Un groupe d'hommes, ivres de victoire et d'aquavit, va de porte en porte. Ce ne sont pas des Allemands, ce sont ses voisins. L'épicier de la boutique du coin, le fils du maître de port, l'enseignant qui lui donnait autrefois des cours particuliers de mathématiques. Il cherche les Tiskerteusen, les putains à Bosch, et les Tiskerbarna, les enfants de Bosch. Astrid a déjà coupé court les cheveux blonds de sa fille. Elle l'a habillée avec des vêtements de garçon. Dans son sac à main, elle transporte un faux certificat de baptême désignant le père comme un pêcheur norvégien, fictif, d'Ålesund, disparu en mer en 1943. Dans sa chaussure, elle a caché 300 couronnes, chaque couronne qu'elle possède, pour payer le capitaine d'un bateau de pêche qui a accepté, pour cette somme exacte, de la faire passer clandestinement avec l'enfant de l'autre côté du Skagerrak vers la Suède neutre avant le lever du soleil. Ce fut le début de la Seconde Guerre contre les enfants du Lebensborn, la guerre qui commença le jour où la Norvège fut libérée. La guerre menée non pas par des Allemands, mais par des Norvégiens, contre des femmes norvégiennes et des bébés norvégiens. Une guerre qui allait durer, sous une forme ou une autre, pendant les 60 années suivantes. C'est l'histoire de la façon dont des milliers de mères norvégiennes ont passé la décennie d'après-guerre à cacher leurs propres enfants, non pas face à la SS, mais face aux personnes qu'elles appelaient autrefois leurs compatriotes. Pour comprendre la panique de ces journées de mai 1945, nous devons d'abord comprendre ce qui s'est passé auparavant. Lorsque les troupes de la Wehrmacht ont défilé dans Oslo le 9 avril 1940, elles ne sont pas arrivées comme de simples occupants. Elles sont arrivées investies d'une mission idéologique précise, rédigée personnellement par le Reichsführer S. Heinrich Himmler dans son bureau de Berlin. La Norvège, dans la cosmologie raciale de Himmler, était une terre sacrée. Ici, dans les fjords et les fermes de Scandinavie, vivait le vestige le plus pur du sang nordique ancien, l'Urvolk, le peuple originel, dont toute la grandeur aryenne descendait prétendument. La femme norvégienne était, pour Himmler, un trésor génétique. L'utérus norvégien était un atout stratégique. C'est ainsi qu'au printemps 1941, la SS a ouvert sa première maternité, Lebensborn, sur le sol norvégien, à Urdalverk, un ancien domaine au nord d'Oslo. À la fin de la guerre, il y aurait 9 foyers de ce type disséminés à travers le pays, plus que dans toute autre nation occupée. Le plus grand, à Klekken près de Hønefoss, pouvait accueillir plus d'une centaine de futures mères à la fois. Les foyers offraient tout ce dont une jeune femme enceinte dans l'Europe en guerre pouvait rêver. Du lait frais, du pain blanc, du beurre, des soins médicaux, des draps propres, des infirmières douces dans des uniformes empesés. Pour une jeune paysanne d'un village de pêcheurs où le rationnement avait réduit les familles aux pommes de terre bouillies et à la morue séchée, le foyer Lebensborn était le paradis. Les mères n'étaient pas contraintes. Elles venaient volontairement. Certaines étaient des adolescentes séduites par de beaux sergents bavarois. Certaines étaient des veuves dont les maris étaient morts au cours de la brève campagne d'avril. Certaines étaient sincèrement amoureuses. Certaines étaient des femmes calculatrices qui voyaient en un amant allemand
un moyen de sortir de la pauvreté. Et certaines étaient des sympathisantes, nazies convaincues, membres du National Samling, le parti collaborationniste de Vidkun Quisling, qui croyaient accomplir un devoir biologique sacré envers le nouvel ordre européen. Entre 1940 et 1945, entre 10 000 et 12 000 enfants sont nés de mères norvégiennes et de pères allemands. Environ la moitié sont nés au sein du système Lebensborn. Les autres sont nés à la maison, dans des cliniques de village, dans les arrière-chambres de ferme. Chacun d'eux était, aux yeux de la SS, une petite victoire pour la race aryenne. Ce qu'aucune de ces mères ne comprenait, dans le doux printemps de leur première grossesse, c'était ce qui les attendait de l'autre côté de la guerre. Le 8 mai 1945, l'Allemagne a capitulé. En l'espace de 72 heures, la traque a commencé. Elle n'a pas commencé par un décret. Elle a commencé par des chuchotements, puis par des pierres, puis par des mains. Dans le village de Lillehammer, une jeune mère nommée Margit a été traînée hors de sa chaumière par 6 hommes, son nourrisson hurlant dans le berceau derrière elle. Ils lui ont coupé les cheveux sur la place du village avec des cisailles à mouton, ont peint une croix gammée au goudron sur son front et l'ont fait défiler devant l'église sous les yeux du village. L'enfant est resté seul dans la maison vide pendant 2 jours avant qu'un voisin ne prenne pitié et ne lui apporte du lait. À Trondheim, une femme norvégienne nommée Solveig, qui avait donné naissance à une fille dans le foyer Lebensborn de Stadheim seulement 9 mois plus tôt, fut arrêtée le 12 mai par un tribunal populaire autoproclamé de vétéran de la résistance. Elle fut détenue sans inculpation pendant 11 mois. Sa fille fut placée dans une institution d'État. Lorsque Solveig fut enfin libérée, l'enfant avait été transféré à 3 reprises et ne pouvait plus reconnaître le visage de sa mère. À Bergen, à Ålesund, à Kristiansand, dans chaque ville côtière où des garnisons allemandes s'étaient autrefois établies, les mêmes scènes se jouèrent un millier de fois. Les têtes rasées, les visages crachés, les fenêtres brisées, les appartements pillés, des femmes traînées dans les rues en chemise de nuit sous les acclamations de foule qui, quelques semaines plus tôt, passèrent devant elles dans une réprobation silencieuse. Et puis vinrent les lois. Le 6 juin 1945, à peine 1 mois après la libération, le gouvernement norvégien promulgua un décret provisoire, déchu de leur nationalité norvégienne, toutes les femmes norvégiennes qui avaient épousé un citoyen allemand. De manière rétroactive, des milliers de femmes se réveillèrent ce matin-là pour découvrir qu'elles n'étaient plus citoyennes du pays dans lequel elles étaient nées. Beaucoup furent déportés vers l'Allemagne, une Allemagne vaincue, affamée, bombardée, avec leurs enfants, parfois dans les 48 heures suivant la réception de l'ordre. Elles arrivèrent parmi les décombres de Hambourg ou de Brême avec rien d'autre qu'une petite valise et un enfant qui ne parlait pas allemand. Pour les mères qui restèrent, la question devint simple, terrible et immédiate. Comment cacher mon enfant? La dissimulation prit de nombreuses formes. Certaines mères pratiquèrent ce que les historiens appellent aujourd'hui la disparition documentaire. Elles brûlèrent chaque photographie montrant un uniforme allemand. Elles brûlèrent les lettres d'amour. Elles brûlèrent le certificat de naissance de l'enfant délivré par le foyer Lebensborn et le remplacèrent par un faux, désignant un père norvégien, généralement un homme mort dans la marine marchande ou dans la résistance, n'importe qui dont le décès ne pouvait être remis en question. Le prénom allemand de l'enfant, Hans, Gerhard, Heinrich, était discrètement changé en un prénom norvégien. Hans devint Hans Olav. Gerhard devint Gerd. Heinrich devint Henrik. Des identités entières furent réécrites d'une écriture tremblante sur des tables de cuisine au cours de l'été 1945. Certaines mères pratiquèrent la disparition géographique. Elles envoyèrent l'enfant vivre chez des parents ruraux dans l'extrême nord, dans le Finnmark, aux îles Lofoten, ou dans des fermes de montagne du Telemark, où aucun voisin ne connaîtrait jamais la vérité. L'enfant grandit en appelant une tante mort, une grand-mère mort, n'importe qui, sauf la vraie mère mort.
beaucoup de ces enfants n'apprirent leur véritable filiation qu'à l'âge de 40, 50, parfois 60 ans, lorsqu'un parent âgé passa enfin aveu sur son lit de mort. Et certaines mères pratiquèrent de la dissimulation la plus désespérée de toutes. Elles fuirent le pays. La plus célèbre de ces évasions appartient à une femme dont le nom n'aurait été reconnu par presque personne en Norvège en 1947, Sini Lingstad, une jeune femme du village de Bjørkåsen, près de Narvik. Sini était tombée amoureuse d'un sergent allemand nommé Alfred Haas pendant l'occupation. Elle donna naissance à sa fille, Annie-Frid, en novembre 1945, 6 mois après la capitulation allemande. Le village se retourna contre elle avec une telle férocité. Les crachats, les menaces contre le bébé, le refus des magasins de lui vendre du pain, qu'en 1947, Sini et sa propre mère entassèrent tout ce qu'elle possédait dans une seule malle et montèrent à bord d'un navire pour la Suède. Sini y mourut peu de temps après, épuisée et brisée, à l'âge de 21 ans. La fille qu'elle avait cachée de l'autre côté du Skagerrak allait, 3 décennies plus tard, monter sur une scène à Brighton, en Angleterre, vêtue de satin blanc, et chanter une chanson intitulée Waterloo devant 200 millions de personnes. Le monde la connaîtrait sous le nom de Frida Dabba. Presque personne ne saurait qu'elle avait existé uniquement parce que sa mère avait fui la Norvège pour lui sauver la vie. Des centaines, peut-être des milliers de traversées similaires eurent lieu en 1945, 1946, 1947. Certaines mères confièrent leurs enfants à des agences d'adoption suédoises sous des noms de famille falsifiés. Certaines les laissèrent sur le pas de la porte d'orphelinat de Stockholm avec un simple mot épinglé à la couverture. « S'il vous plaît, ils vont la tuer ici. » Certaines emportèrent le secret dans leur tombe et les enfants grandirent suédois, sans jamais savoir qu'ils étaient nés dans un village de fjord, de l'autre côté d'une chaîne de montagnes. Et puis, il y eut la dissimulation la plus cruelle de toutes, la dissimulation face à l'État lui-même. À l'automne 1945, le ministère norvégien des Affaires sociales commanda un rapport confidentiel sur ce qu'il convenait de faire des Tiskerbarna, les enfants allemands. Le rapport, rédigé par des psychiatres chevronnés de l'hôpital Gostad d'Oslo, parvint à une conclusion qui semble aujourd'hui presque impossible à croire. Il concluait que les enfants de pères allemands étaient, en tant que classe, génétiquement inférieurs, déficients mentaux, porteurs de sang nazi, une menace biologique pour le patrimoine génétique norvégien. Le rapport recommandait de retirer autant de ces enfants que possible à leur mère et de les placer dans des institutions d'État pour handicapés mentaux, sans examen médical, sans test, sans aucune évaluation individuelle d'aucune sorte. Le diagnostic était posé par la seule paternité. Dans les années qui suivirent, la recommandation devint pratique courante. Des centaines d'enfants du Lebensborn, peut-être jusqu'à 1 millier, furent retirés à leur mère par des travailleurs sociaux norvégiens et placés dans des asiles psychiatriques où ils passèrent leur enfance enfermés dans des services aux côtés de patients véritablement handicapés, battus par des infirmiers, privés de scolarité et, dans certains cas documentés, utilisés comme sujet d'expérimentation médicale, notamment lors d'essais de LSD menés dans les années 1950 pour le compte de services de renseignement étrangers. Les mères qui apprirent ce qui se préparait firent la seule chose qu'elles pouvaient faire. Elles cachèrent l'enfant. Elles déménagèrent dans une nouvelle ville. Elles changèrent de nom de famille grâce à un mariage de convenance. Elles prétendirent que l'enfant était mort en bas âge. Elles produisirent de faux certificats de décès. Elles vécurent les 20 années suivantes dans une terreur sourde et épuisante qu'un coup frappé à la porte ne signifie la perte de tout. Une femme nommée Gerd Fleischer, née en Norvège en 1942 d'un père allemand, a plus tard témoigné devant la Cour européenne des droits de l'homme. Sa mère l'avait cachée dans une vallée reculée pendant la première décennie de sa vie. Lorsque la dissimulation finit par échouer et qu'elle fut placée chez un beau-père, les abus commencèrent. « Je n'ai jamais combattu pendant la guerre », a-t-elle déclaré dans une phrase devenue célèbre depuis en Norvège. « Je ne l'ai jamais commencé, je ne l'ai jamais terminé, je n'y ai pas participé, j'en étais un produit. » Il a fallu 60 ans à la Norvège pour regarder en face ce qu'elle avait fait. En 2002,
le gouvernement a offert un règlement symbolique d'environ 30 000 $ aux enfants du Lebensborn survivants, qui pouvaient prouver qu'ils avaient été institutionnalisés ou maltraités. L'offre fut rejetée par beaucoup, qui la jugèrent insultante. En 2007, un groupe de Tiskerbarna a porté son affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, exigeant la reconnaissance officielle de la discrimination systématique qu'ils avaient subie. La Cour a refusé de statuer, invoquant le temps écoulé. Ce n'est que le 17 octobre 2018, 73 ans après la libération, qu'un premier ministre norvégien s'est enfin tenu à un podium à Oslo pour prononcer ces mots à haute voix. La première ministre Erna Solberg, s'exprimant à l'occasion du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a présenté ses excuses au nom de l'État norvégien aux femmes et aux enfants qu'il avait punis pour le crime d'avoir aimé des hommes qu'il ne fallait pas, ou d'être nés d'eux. Les jeunes filles et femmes norvégiennes, a-t-elle déclaré, qui ont eu des relations avec des soldats allemands ou qui étaient soupçonnées d'en avoir eu, ont été victimes d'un traitement indigne. La plupart des femmes auxquelles elle présentait ces excuses étaient déjà mortes. Les enfants, ceux qui avaient survécu aux institutions, aux familles d'accueil, aux identités cachées, à la honte de toute une vie, étaient désormais âgés de 70 à 80 ans. Beaucoup n'avaient appris qu'à l'âge mûr qu'ils n'étaient pas ceux qu'ils avaient toujours cru être. Certains avaient passé des décennies à chercher des mères biologiques qui s'étaient volatilisées en Suède, en Allemagne, dans ce silence qui dure toute une vie lorsqu'une femme a décidé que la sécurité de son enfant dépendait du fait qu'on ne la retrouve jamais. Ce que les mères norvégiennes de 1945 comprenaient, au plus profond d'elles-mêmes, était une chose que la plupart d'entre nous, dans notre siècle confortable, ont oubliée. Elles comprenaient qu'un enfant peut être détesté, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il représente aux yeux des autres. Elles comprenaient que la cruauté des voisins est plus dangereuse que la cruauté des ennemis, parce que le voisin sait où vous habitez. Elles comprenaient que la fin d'une guerre est parfois le début d'une autre, plus silencieuse, plus longue, menée maison par maison, dans les murmures, dans les pétitions adressées aux conseils municipaux, dans la lente et patiente bureaucratie d'un État qui a décidé que certains de ses propres enfants ne sont en réalité plus du tout ses enfants. Alors elles les ont cachés, elles ont coupé leurs cheveux, elles ont brûlé leurs photographies, elles ont changé leur nom, elles les ont envoyés de l'autre côté de la mer, elles les ont emmenés dans des vallées reculées et ont verrouillé les portes. Elles ont menti pendant 40 ans, pendant 50 ans, aussi longtemps qu'il le fallut pour les garder en vie. Certains de ces enfants n'ont jamais su. Certains ont appris la vérité trop tard pour pardonner. Quelques-uns, très rares, ont fini par comprendre que leur mère les avait aimés si profondément, à une époque si impossible, que la seule preuve de cet amour qu'elle pouvait laisser derrière elle était le silence lui-même. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour vous abonner à Nordic War Archives, où chaque semaine nous vous présentons les histoires humaines oubliées du théâtre scandinave de la Seconde Guerre mondiale. Des histoires que les livres d'histoire ont laissées de côté, mais qui méritent qu'on se les rappelle pendant qu'il en est encore temps. Et dans les commentaires ci-dessous, dites-nous ceci. Pensez-vous qu'un pays puisse jamais vraiment réparer ses torts envers les enfants qu'il a autrefois abandonnés? Ou bien certaines blessures, une fois infligées par une nation au sien, sont-elles tout simplement trop profondes pour qu'une quelconque excuse puisse les guérir? Nous lisons chaque commentaire.